Merci. Bien, alors je vais attendre que tout le monde se connecte. Je vois qu'il y a encore 2-3 petites connexions en cours. Ça se fait progressivement. Bonjour. 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 Parfait, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce second webinaire qui est organisé par le groupement d'intérêt scientifique Optima, qui regroupe plusieurs universités en France. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre la parole très longtemps, je vais juste excuser David Carassus qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, même si c'est lui qui vous avait invité à ce webinaire, mais vous avez les principaux contributeurs qui sont présents. Alors, je vais demander à tout le monde, voilà, je vais vous mettre en muet de force pour éviter qu'on ait des interférences. Les principaux intervenants sont présents. Donc, il s'agit de Sébastien Donny, de Léonard Gourbier et de Christophe Morel qui vont donc intervenir aujourd'hui sur la mise en place du contrôle de gestion, d'un contrôle de gestion environnementale. Vous aurez la parole, donc, chers collègues, pendant 20 minutes, 20 à 30 minutes maximum, pour nous permettre d'avoir un temps d'échange avec donc les participants qui sont inscrits aujourd'hui. Vous avez toutes et tous la possibilité de laisser des messages dans la partie conversation que vous maîtrisez très certainement maintenant, puisque ça fait plus d'1 an qu'on est tous en télétravail. Donc, vous connaissez le système. En bas, là, vous avez un petit bandeau avec écrit converser. Donc, n'hésitez pas à laisser des messages et poser des questions pendant la présentation. On prendra les questions uniquement à la fin de la présentation, de manière à fluidifier les échanges. Et puis, on devrait se quitter aux alentours de midi pour aller déjeuner. Pas encore dans les restaurants, mais c'est pour bientôt. Sur ce, je laisse immédiatement la parole à Christophe Morel, je crois, qui fait l'introduction de cette présentation. Je vous souhaite un bon webinaire à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous de participer à ce webinaire. Donc, effectivement, nous sommes heureux d'aborder un thème qui a trait à l'intégration des enjeux environnementaux dans la sphère du contrôle de gestion et qu'on a rebaptisé contrôle de gestion environnementale. Nous avons choisi cette thématique puisque actuellement, selon nous, c'est une nécessité pour les managers de manière à pouvoir parler à l'ensemble de leurs parties prenantes en matière de RSE largement. Et plus précisément pour les collectivités, il nous semble qu'il y a des incitations qui ont trait à les objectifs de développement durable des Nations Unies qui sont repris dans les agendas 2021-2030 et qui incitent fortement les organisations publiques à aller dans ce sens. Et donc, on va présenter rapidement ce concept de contrôle de gestion environnementale, avec essayer de faire le tour du périmètre, et ensuite, d'une manière pratique, essayer de regarder l'instrumentation avec des premières pratiques qui ont été observées par mes deux co-auteurs du PowerPoint et qui s'inscrivent dans un petit rapport de recherche qui avait été demandé par des collectivités françaises. Donc, je vais laisser la parole à Léonard et je vous remercie encore de votre participation qui montre l'intérêt porté à cette thématique. Alors, merci beaucoup Christophe, merci à la chaire Optima pour son invitation. Donc la présentation qu'on va vous faire ce matin en fait, va se structurer en 3 parties. Une première partie où on reviendra sur cette notion de contrôle de gestion environnementale rapidement, essayer de voir ce que ça peut vouloir dire. Une deuxième partie au cours de laquelle on reviendra sur les axes de définition opérationnels de cette notion de contrôle de gestion environnementale, un peu plus particulièrement dans les collectivités locales. Et puis une troisième partie au cours de laquelle
on essaiera de faire un inventaire des outils du contrôle de gestion environnementale mis en place par les collectivités territoriales. Alors, cette notion de contrôle de gestion environnementale, en fait, il y a deux grandes approches. Il va y avoir une première approche qu'on pourrait appeler une approche stricte du contrôle de gestion environnementale et qui va être centrée sur des enjeux écologiques environnementaux prioritairement. On vous a mis un exemple d'une définition très connue qui est celle de Nicolas Antome, une définition stricte du contrôle de gestion environnementale. Et ici, le contrôle de gestion environnementale va en fait être vu comme un ensemble d'outils qui vont poser comme contrainte le maintien des capacités de régénération des écosystèmes. Donc vraiment une vision écologique avec une utilisation interne de ce contrôle de gestion environnementale, bien évidemment, hein, pour influencer, pour encadrer le comportement des agents, les diriger vers des enjeux environnementaux, mais aussi une utilisation externe pour informer les parties prenantes de l'action de l'organisation en matière environnementale. Et puis à côté de ça, il y a une deuxième approche qui va être une approche plus large. Et là, on vous a mis la définition de Capron et Querelle qui révèle, qui montre cette approche plus large. Et en fait, ici, on est plutôt dans une vision RSE du contrôle de gestion, c'est-à-dire un contrôle de gestion environnementale qui va avoir pour but de piloter la performance globale de l'organisation, c'est-à-dire à la fois sa performance économique, mais aussi sa performance environnementale et sociale. Donc, on élargit ici le contrôle de gestion à des enjeux sociaux, sociétaux, qui sont ceux de la RSE. Donc, voilà, pour le contrôle de gestion environnementale, on a ces deux approches, une approche plus stricte et une approche plus élargie, qui sont des approches du contrôle de gestion environnementale. Maintenant, si on fait un point sur les axes de définition opérationnelle du contrôle de gestion environnementale, nous, on a synthétisé ça en fait autour de trois grands axes de définition du contrôle de gestion environnementale: l'étendue de ce contrôle de gestion environnementale, l'engagement, l'intégration de l'organisation dans la démarche de contrôle de gestion environnementale et l'instrumentation, les outils qui sont mis en place pour matérialiser le contrôle de gestion environnementale dans l'organisation. Alors, pour commencer par l'étendue de ce contrôle de gestion environnementale, on va la décliner en deux axes, le périmètre et le contenu, et je vais revenir dessus tout de suite. En fait, on a le périmètre qui va être le premier axe de définition du contrôle de gestion environnementale. Et là, ça reprend les deux approches qu'on a vues juste avant. Soit on a un périmètre centré sur des enjeux écologiques, soit on a un périmètre qui va être élargi aux enjeux sociétaux. Et puis ensuite, le deuxième axe de définition, ça va être le contenu. Soit on a un contenu qui va être administratif, c'est-à-dire qu'en fait, les outils du contrôle de gestion environnementale vont être mis en place et animés par les fonctionnaires territoriaux de la collectivité. Ou alors, on va avoir un contenu participatif, c'est-à-dire que les outils du contrôle de gestion vont intégrer différentes parties prenantes, vont intégrer les citoyens à l'intérieur des outils de contrôle. Et alors évidemment, si on croise ces deux axes de définition, on obtient quatre types de contrôle de gestion environnementale. Un contrôle de gestion environnementale administratif centré sur l'écologie, qui va être ici, et en fait dans lequel on va retrouver des outils mis en place par et pour les fonctionnaires territoriaux, des outils qui vont être au service de la performance environnementale, écologique du territoire, et on va y retrouver des outils tels que les budgets verts, les indicateurs verts, voilà, ce type d'outils de contrôle. Un deuxième type de contrôle de gestion qui va être un contrôle de gestion environnementale participatif, centré sur l'écologie. Donc là, on a encore des outils qui sont toujours centrés sur l'environnement, la logique écologique, mais qui vont intégrer différentes parties prenantes, qui vont intégrer les citoyens. Et on va y retrouver des outils tels que des démarches environnementales co-construites ou des mécanismes de coordination avec les parties prenantes. Voilà le type d'outils qu'on va retrouver à cet endroit-là. Troisième type de contrôle de gestion environnementale, ça va être un contrôle de gestion
élargi administratif, dans lequel on va retrouver des outils qui intègrent une dimension sociétale, telle que l'égalité femmes-hommes, les inégalités territoriales, les inégalités sociales sur le territoire, mais qui vont être mis en place par et pour une utilisation des fonctionnaires territoriaux. Et là, on va y retrouver des outils tels que les budgets genrés, les budgets territoriaux, les indicateurs sociaux, voilà, toute cette panoplie d'outils de contrôle. Et enfin, pour finir, on va avoir le contrôle de gestion élargi participatif qui, là, va regrouper des outils qui intègrent cette dimension sociétale, mais des outils qui vont aussi impliquer des parties prenantes, impliquer les citoyens. Et là, on va y retrouver les budgets participatifs, des indicateurs de performance co-construits également. On pourra en dire deux mots après dans les échanges. Mais voilà, donc on a ces quatre types de contrôles de gestion environnementaux qui en fait émergent de ces deux axes de définition. Alors, le deuxième point pour définir de façon opérationnelle le contrôle de gestion environnementale, c'est l'engagement de l'organisation que nous, on a décliné en 3 degrés d'engagement. Je vais y revenir: non intégré, peu intégré, intégré. Alors, le premier, c'est un contrôle de gestion environnementale non intégré, c'est-à-dire qu'en fait, on fait avant tout de la communication. Et les outils de contrôle ne sont pas intégrés, des outils de contrôle de gestion environnementaux ne sont pas intégrés aux autres outils de contrôle de l'organisation, n'ont pas vraiment d'impact sur la prise de décision et sur les actions qui sont mises en œuvre. Et donc là, on est un peu dans un contrôle de gestion environnementale qu'on dirait greenwashing. Un deuxième degré, un degré d'intégration un peu plus fort, mais qui reste peu intégré, c'est lorsqu'on veut faire de l'affichage, notamment de l'affichage politique, où on va mettre en place des outils de contrôle de gestion environnementaux, mais qui ne vont pas être très intégrés avec les autres outils de contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a assez peu d'impact de ces outils de contrôle sur la prise de décision, sur les actions qui sont mises en œuvre. Et là, on est dans ce que Van der Kolk notamment appelle les contrôles de gestion environnementaux décoratifs, c'est-à-dire on met en place des outils de contrôle, mais qui n'ont pas vraiment d'impact sur le comportement des gens à l'intérieur de l'organisation. Et puis le troisième degré, qui est le plus fort, c'est lorsqu'on va avoir un contrôle de gestion là qui va être intégré, c'est-à-dire que les outils de contrôle de gestion environnementaux vont avoir un impact direct sur les actions qui sont mises en œuvre et sur les prises de décision. Et là, on a un contrôle de gestion environnementale qui commence à être effectif, puisqu'il a vraiment une importance pour l'organisation. Et alors, pour terminer sur les axes de définition, le troisième, c'est l'instrumentation, c'est-à-dire l'outillage qui va être mis en place par l'organisation pour concrétiser ce contrôle de gestion environnementale et qui peut être de nature financière ou non financière. Et je vais laisser la parole à mon camarade Sébastien Denis qui va vous présenter plus avant cette question de l'outillage. Oui, donc effectivement, le troisième axe opérationnel de définition du contrôle de gestion environnementale, c'est l'aspect instrumentation de celui-ci. Donc, c'est le point 3 qu'on va évoquer maintenant. En sachant que voilà, ces outils du contrôle de gestion environnementale, on a considéré qu'on pouvait les distinguer en 2 catégories. Tout d'abord, des outils plutôt non financiers. Donc, à travers, par exemple, la mise en place de plans d'action environnementaux, de démarches planifiées et puis d'indicateurs verts, en tout cas pour les plus connus. Et puis, en outils financiers tels que les budgets verts et puis les budgets genrés pour les plus connus également. Donc, on va essayer de présenter dans les slides suivantes ces outils en essayant de mettre en évidence leurs avantages et leurs inconvénients, notamment en termes de pilotage, et puis en essayant de les illustrer par des exemples qu'on a identifiés pour l'instant à travers un travail de collecte de données externes. Alors, côté outillage non financier, donc un premier outil qu'on a identifié, c'est la mise en place de plans d'action environnementaux. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de démarches qui visent à identifier et à planifier en fait des actions de développement durable dont on va ensuite piloter leur mise en œuvre. Alors, au niveau du contenu, ces plans d'action environnementaux contiennent le plus souvent des objectifs environnementaux qui vont être en fait en lien
avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, avec le plus souvent, on va avoir des cibles à atteindre ou bien des actions à mettre en œuvre. Et donc, pour les piloter, on retrouve parfois des indicateurs, pas toujours, ce n'est pas systématique, mais qui vont venir parfois mesurer la mise en œuvre des actions et de leurs effets. Alors, en termes d'exemple, on a par exemple des villes qui définissent des plans d'action environnementaux où elles vont lister en fait les initiatives qui sont mises en œuvre. C'est par exemple le cas du plan 90 actions pour agir immédiatement de la ville de Nancy, dans lequel on va avoir des objectifs stratégiques qui vont être ensuite déclinés en sous-objectifs et en actions. Et puis, on peut également choisir en fait, d'associer à ces actions qui sont planifiées des indicateurs. C'est le cas, par exemple, du plan climat, air, énergie de la métropole de Lyon, qui est présenté à droite ici, où on a pour chaque action des indicateurs, des valeurs cibles et puis toute une liste d'outils à mobiliser. Alors, si on regarde maintenant du côté des avantages et des inconvénients de ces démarches planifiées, de ces plans d'action environnementaux, je dirais que le premier avantage, c'est qu'elles vont permettre en fait, de fixer un cap, c'est-à-dire une stratégie environnementale qu'on va pouvoir ensuite décliner en action pour pouvoir atteindre des objectifs. Et puis, on peut également souligner le fait que très souvent, ces démarches font l'objet en fait, d'une communication externe, ce qui va pouvoir permettre d'améliorer l'image et la réputation de la collectivité vis-à-vis de ces parties prenantes externes. Alors, côté inconvénient, il nous semble en fait que ces démarches planifiées parfois s'accompagnent assez souvent d'un suivi de la mise en place des actions, mais pas toujours de leurs effets. Et puis, donc, c'était un avantage, mais aussi un inconvénient, mais ce qu'on peut souligner, c'est que dans certains cas, il semble que ces démarches planifiées, ces plans d'action environnementaux, en fait, s'inscrivent davantage dans des stratégies de communication. Alors, toujours côté outillage non financier, il y a aussi la mise en place d'indicateurs environnementaux. Alors, il existe de très nombreux indicateurs, de très nombreux types d'indicateurs verts, des indicateurs de conditions environnementales, des indicateurs de performance environnementale, des indicateurs d'impact, des indicateurs d'action, etc. Donc, en tout cas, en tant que dispositif de contrôle de gestion, ces indicateurs ils doivent aider en fait, les managers à véritablement piloter la performance environnementale en présentant des informations clés sur la stratégie qui est adoptée. Et puis, pareil, en tant qu'outil de pilotage, eh bien, il faut, à notre sens, qu'ils doivent être suivis assez régulièrement pour notamment que des actions correctives puissent être mises en place lorsqu'on a des indicateurs et des valeurs qui s'écartent des standards qui sont définis. Alors, quelques exemples ici maintenant à l'écran. Donc, à gauche, on a par exemple des indicateurs de mesure de la qualité de l'air à Lyon, qui sont ici des indicateurs de conditions environnementales, c'est-à-dire qui vont fournir des informations sur l'état de l'environnement. Et puis à droite, on a par exemple des indicateurs relatifs à la collecte et au traitement des déchets, qui sont ici plutôt des indicateurs de performance environnementale, c'est-à-dire qui vont fournir des informations sur l'effet des actions de l'organisation sur son environnement. Alors, si on essaye maintenant de dégager pareil, toujours les avantages et les inconvénients des indicateurs verts, alors côté avantage, on peut souligner le fait qu'ils vont permettre de mettre en place un véritable pilotage de la performance environnementale avec la fixation d'objectifs, la confrontation périodique du réalisé par rapport aux objectifs et puis la mise en place d'actions correctives en cas de contre-performance. Et puis, ils vont aussi mobiliser les acteurs sur les dimensions environnementales, ce qui peut permettre en fait, de motiver des actions pour pouvoir justement atteindre les objectifs qui sont fixés. Alors, côté inconvénient, dans certains cas, ce qu'on peut souligner, c'est qu'on va mettre en place des indicateurs sans véritable stratégie derrière pour agir véritablement dessus. Et donc, là, on retombe finalement dans l'écueil de la mesure pour la mesure. Et puis, parfois, on peut avoir tendance à mettre en place des indicateurs qui vont être davantage orientés vers les performances passées et non pas vers les objectifs futurs, donc ce qui va, dans une certaine mesure, compromettre la mise en place d'un véritable pilotage de la performance environnementale. Alors, si maintenant on s'intéresse au dispositif financier du contrôle de gestion environnementale, on a tout d'abord le green budgeting, le processus de budgétisation verte. Alors, l'objectif des budgets verts, c'est tout simplement d'évaluer
l'impact environnemental des dépenses qui sont inscrites au budget. Et donc, en fait, derrière cet outil, il y a l'idée d'orienter la construction budgétaire vers la prise en compte des impacts de l'action publique sur différentes dimensions environnementales. Alors, en termes d'exemple, en France, il y a deux méthodologies qui ont été proposées. Donc, l'idée, c'est, dans une présentation brève, je ne vais pas détailler ces différentes méthodologies, mais il y en a deux qui ont été proposées. Donc, la première, c'était celle de l'IGF, qui a été appliquée sur le budget de l'État français. Et puis, dans le secteur public local, il y a eu des avancées importantes qui ont été notamment réalisées par le cabinet I4CE, donc Institute for Climate Change, Climate Economics, pardon, qui propose un guide méthodologique construit en collaboration avec plusieurs collectivités locales. Donc, on pourra éventuellement, si ça vous intéresse, vous rediriger vers ces guides méthodologiques qui sont plutôt bien détaillés. Alors, pareil, si on essaye d'identifier les avantages et les inconvénients des budgets verts, du green budgeting, je dirais que l'intérêt principal, c'est véritablement d'orienter la construction budgétaire vers la prise en compte des impacts de l'action publique sur différentes dimensions environnementales. Et donc, cela va justement permettre d'offrir l'opportunité de rattacher la stratégie environnementale au processus budgétaire pour justement pouvoir mieux intégrer ces enjeux environnementaux. Alors, néanmoins, côté inconvénient, ce qu'on peut souligner, c'est que la construction d'un budget vert ne signifie pas pour autant, finalement, que des décisions seront prises en faveur de l'environnement. Et puis, à notre sens, quelques problèmes, quelques soucis au niveau méthodologique, c'est-à-dire qu'il y a un risque, je dirais, assez important, qui était notamment souligné, je crois, dans les rapports de l'IGF, qu'une partie des dépenses soit classée comme neutre. Et puis, pareil, une certaine difficulté lorsqu'on est face à des mesures budgétaires qui ont un impact favorable en fait, sur une dimension environnementale, mais qui peuvent avoir un impact défavorable sur une autre dimension. Et donc, enfin, pour terminer, donc un dernier dispositif financier, c'est la possibilité donc, de calculer, d'évaluer les coûts environnementaux des activités de prestation de services. Donc ici, on peut distinguer des coûts environnementaux plutôt internes, c'est-à-dire des dépenses de l'organisation liées au développement durable, tout ce qui va être par exemple le coût de traitement des déchets, et puis des coûts externes, c'est-à-dire toutes les externalités, finalement les externalités négatives des activités de l'organisation sur son environnement. Alors, au niveau des exemples, ce n'est pas très évident, ça n'a pas été très évident pour nous d'en trouver parce qu'on rentre un peu plus dans la technicité, dans la boîte noire des organisations, mais on peut, par exemple, citer la méthode de calcul du coût complet des déchets qui est proposée par l'ADEME, donc qui comprend des coûts de gestion qui correspondent, par exemple, aux factures de stockage, de collecte ou encore de traitement des déchets. Et puis, des coûts de génération du déchet qui correspondent cette fois-ci, par exemple, au coût de la matière première qui va devenir un déchet, et puis aux coûts de main-d'œuvre qui sont justement, et d'énergie qui sont injectés finalement dans cette matière première. Alors, pour terminer, pareil, si on essaye d'identifier les avantages et les inconvénients du calcul de coûts environnementaux, côté avantage, on peut souligner le fait que le fait de calculer un coût environnemental, ça va permettre de produire une information standardisée qui va notamment permettre de réaliser des comparaisons. Et puis, côté inconvénient, on peut souligner effectivement la difficulté en fait, à trouver une information, l'information, et puis également une difficulté, je dirais, un peu plus technique à calculer précisément les coûts environnementaux. Donc voilà pour ce qui était de la présentation de ce point 3 sur l'aspect outillage du contrôle de gestion environnementale, donc en sachant qu'on a essayé de dresser un portrait très rapide, par exemple, qui était plutôt orienté sur les variables entre guillemets écologiques, mais voilà, je présentais par exemple les budgets verts, mais on pourrait également citer les budgets genrés pour tout le travail qui est à réaliser sur la lutte contre les inégalités hommes-femmes, par exemple. Donc, je vais peut-être laisser pour le mot de la fin, peut-être Christophe ou éventuellement Pierre, et puis on terminera cette présentation. Vas-y, Christophe, tu peux réactiver ton micro.
Oui, je peux reprendre pour conclure éventuellement. L'idée de cette synthèse, c'était effectivement de faire une petite note de recherche à destination des premières pratiques qui ont été observées dans des collectivités françaises. Et en ce sens, ces premières pratiques donnent plutôt lieu à des approches qui sont peu calculatoires. Et cela explique pourquoi sur le dernier slide, il y a des difficultés à trouver des exemples de démarches de calcul de coûts vraiment portant sur le volet environnemental au sens strict ou au sens large. Nous pouvons maintenant engager des discussions sur d'autres éléments existants. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention, et nous sommes à votre disposition pour éventuels compléments d'information sur ce qui a pu être dit. Merci. Merci Christophe, merci Sébastien et Léonard pour la présentation. Effectivement, on va pouvoir ouvrir un temps d'échange. Peut-être que pour lancer les questions et peut-être le débat sur la question du contrôle de gestion environnementale, parce qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Peut-être que c'est une question à laquelle vous pourrez essayer de répondre. J'ai vu dans le chat là qu'on avait déjà 2 questions. La première, c'est une question qui porte un peu technique, peut-être, qui est entre le contrôle de gestion environnementale non et peu intégré. Je pense que c'était sur la partie de Léonard, donc peut-être qu'il peut répondre, ou sinon Christophe. Donc, essayer de clarifier cela. Et puis aussi, peut-être de parler de la transférabilité des outils de gestion, dans la mesure où il y a une question aussi sur le fait, est-ce que c'est l'objet des collectivités dont vous avez parlé, ou est-ce qu'on a pris aussi en compte des outils ou des pratiques qui sont du privé, puis on essaye de les appliquer dans le public? Donc, dans quelle mesure on peut transférer les outils et dans quelle mesure on peut s'inspirer les uns les autres entre le secteur public et puis le secteur privé? Peut-être qu'on peut élargir sur ça. Donc, je vous laisse répondre. Oui, alors j'ai vu que Christophe avait commencé à répondre à la question, mais c'est vrai que sur la question du contrôle de gestion environnementale non intégré et peu intégré, effectivement, c'est vrai que dans le contrôle de gestion non intégré, en réalité, on est uniquement sur de la communication, c'est-à-dire faire croire qu'on fait quelque chose. Et ici, on a vraiment un contrôle de gestion environnementale greenwashing, dans le sens où le contrôle de gestion environnementale devient un outil de communication pour faire croire qu'on est acteur, qu'on est proactif sur cette question environnementale. Le contrôle de gestion peu intégré, il y a quand même au départ une volonté politique. Et c'est ça, en fait, ce qui est intéressant dans cette notion de contrôle de gestion décoratif qui est développée par Van der Kolk, c'est qu'en fait, lui, il parle de ce décrochage entre le moment où le personnel politique de l'organisation va faire pression pour mettre en place un outil de contrôle sur un sujet donné, ici le sujet environnemental, et le moment où cet outil de contrôle de gestion qui est d'origine politique va réellement être intégré dans les processus de management de l'organisation. Donc, en fait, le non intégré, c'est vraiment de la communication pure. Le peu intégré, c'est le moment où il y a un décrochage entre une volonté politique et sa traduction concrète dans les processus organisationnels. Est-ce que finalement, ce n'est pas le propre de tous les outils, tant qu'il n'y a pas de commande et tant que personne ne les regarde, finalement, ils ne vont jamais être intégrés. Donc là, on est vraiment sur l'intégration dans les routines. Totalement, oui, c'est tout à fait ça. Très bien. Il y avait une autre question avant de donner la parole à la salle. Je vois que Pascal Fruquet a une question, mais une autre question qui est arrivée par Mme Godard qui pose la question: qu'en est-il des labellisations des collectivités en la matière? Il existerait un label qui s'appellerait Lucie. Peut-être que pour compléter la question, on pourrait dire est-ce que finalement cette labellisation, l'encouragement par la labellisation, ce n'est pas aussi une façon de l'entériner et de le faire entrer dans les processus c'est de l'affichage, donc ça va structurer et faire intégrer? Alors, je vous laisse répondre parce que sinon, je peux faire la réponse, mais Oui. je vais Non, raconter mais n'importe quoi. je ne sais pas si peut-être c'est la partie de Sébastien. Je ne sais pas si tu veux répondre sur les labellisations, Sébastien. Oui,
Ouais, alors effectivement, il existe, on n'est pas trop encore rentré sur ce sujet-là avec Léonard, hein, tu pourras compléter si je me trompe, mais effectivement, il existe un certain nombre de labellisations, hein. J'avais aussi identifié sur le site, je ne sais pas si vous connaissez le site de référentiel des villes et territoires durables, donc, qui a été proposé au niveau européen. Il y a également l'aspect ISO 37101 qui est proposé. Donc après, on n'a pas trop identifié pour l'instant d'exemples à ce sujet-là de collectivité. Et, si on regarde un petit peu ce qui a été fait par rapport dans le secteur privé, on a la thèse de Moïse Esside, hein, qui nous disait en fait de faire parfois attention avec ces labellisations, dans le sens où pour utiliser ces labellisations, enfin pour obtenir ces labellisations, on va mettre en place tout un ensemble d'outils, d'indicateurs qui vont être finalement utilisés uniquement pour un reporting et une communication externe, c'est-à-dire qu'ils vont être par exemple actualisés tous les ans avant de pouvoir obtenir cette labellisation-là. Et donc on retombe sur des outils, des indicateurs qui sont plutôt des éléments de reporting et de communication externe, plus que des éléments qui sont intégrés dans le pilotage de la performance environnementale dans les organisations. Voilà, je ne sais pas si Léonard souhaiterait ou Christophe souhaiterait compléter ces infos-là. Non, simplement, il y avait aussi la labellisation de l'ADEME, je pense peut-être qui est celle qui est la plus utilisée par les collectivités, avec trois niveaux de labellisation en fonction du pourcentage d'action, enfin du pourcentage d'engagement en fait de la collectivité dans une démarche environnementale, et avec l'ADEME qui propose de labelliser en 3 niveaux. Je ne me rappelle plus exactement, je crois que le plus haut c'est Gold, enfin je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il y a 3 niveaux de labellisation qui récompensent l'engagement de la collectivité dans les démarches environnementales. Merci. On peut peut-être passer la parole à Pascal Fruquet qui avait une question. Pascal? Oui, bonjour, merci. Je me demandais, par rapport à toute la tendance des objectifs zéro carbone dans les collectivités qui s'accélèrent avec parfois des projets ambitieux, je pense à La Rochelle qui porte un territoire zéro carbone. Est-ce que vous avez l'impression et observé des démarches qui justement chercheraient à prendre le meilleur des 3 approches que vous avez présentées à la faveur de ces orientations-là? Et finalement, question corrélée, est-ce que vous avez des projets d'études de démarches de ce type pour voir dans la longueur si on va être dans quelque chose qui sera finalement à nouveau du greenwashing ou au contraire quelque chose de très intégré correspondant à une évolution fondamentale. C'est vrai que pour avoir discuté avec La Rochelle, par exemple, sous l'angle de la transition numérique et de leur projet Smart City, Smart Territoire, ils le présentent comme quelque chose qui vise à retravailler en profondeur autour du pilotage par les données, avec l'élaboration d'une plateforme de données. Donc, on a l'impression dans le discours, mais d'ailleurs, on est sur quelque chose qui démarre, qu'il y a une transformation en profondeur. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une tendance qui s'affirme? Merci. Merci Pascal. Un des collègues, Christophe? Oui, éventuellement, oui, je vais juste répondre. Alors, effectivement, il y a eu un appel à contrat doctoral il n'y a pas longtemps sur le site de La Rochelle pour pouvoir financer une thèse, donc une inscription sur 3 années qui va avoir pour thématique l'étude de ce territoire zéro carbone. Il y a peu de villes encore engagées sur des approches de recherche comme ça, longitudinales, pluriannuelles. Pour l'instant, les quelques villes qui ont été citées dans le cadre de cette présentation sont pour nous celles qui sont les plus avancées. Donc, vous avez effectivement, de manière récurrente, il y a Lille, Lyon qui ressort, par exemple. Vous avez des villes un peu plus petites qui se lancent. On va dire celles qu'on peut connaître, je vais citer Angers, je vais citer Pessac, je vais citer dans la banlieue de Nantes également. Et
à mon avis, ce sont des démarches qui vont avoir tendance à se développer. Donc, votre question qui était sur est-ce qu'on pourrait avoir des approches de type one-shot, je n'y crois pas trop. Alors, j'y crois pas trop pour deux intérêts. Un intérêt, le caractère peut-être mimétique des premières collectivités porteuses, et elles vont un petit peu essuyer les plâtres en matière de contrôle de gestion environnementale, et ensuite on pourrait avoir des approches qui tendraient à coloniser d'autres collectivités territoriales. Et deuxième argument, c'est un peu les incitations institutionnelles, que ce soit au niveau international par les programmes type Nations Unies, après relayés au niveau national par les différents ministères, que ce soit le ministère de la Transformation publique ou autre. On a des collectivités qui vont normalement être de plus en plus incitées à s'engager vers ce type de démarche. Alors, après, nous, notre questionnement, ça sera de regarder en fait le périmètre de ces démarches, puisque pour certaines collectivités, on aura des approches de type plus social, sociétal, avec vocation du développement du territoire de compétences. Pour d'autres, on aura le volet environnemental au sens écologique du terme qui sera pris en compte, etc., etc. Donc, avec des méthodologies diverses, des périmètres divers et potentiellement des moyens mis à disposition également diversifiés, on devrait pouvoir avoir des terrains d'études relativement nombreux. Voilà pour ma réponse. Merci Christophe. On avait Angèle aussi qui levait la main, qui attendait. Angèle, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bonjour. Merci pour cette présentation très intéressante. Alors moi, j'ai deux questions et elles portent sur tout d'abord les parties prenantes du contrôle de gestion environnementale et ensuite sur les outils. Sur les parties prenantes, il me semble que vous n'avez pas évoqué les contrôleurs de gestion. Du coup, je m'interroge, est-ce que vous avez observé l'implication des contrôleurs de gestion dans ce nouveau processus managérial qui est le contrôle de gestion environnementale, alors qu'il soit administratif ou participatif? Ma deuxième question porte sur les outils. Au-delà de la nature des outils de contrôle de gestion environnementale, puisque votre présentation, votre typologie porte vraiment sur la nature et pas sur l'usage. Donc, quid de l'usage? Est-ce que vous avez observé l'usage de ces outils dans les collectivités qui font l'objet de votre étude? Est-ce que ces outils servent à la prise de décision? Est-ce qu'ils alimentent la stratégie? Parce qu'après tout, le contrôle de gestion a pour finalité de mettre en œuvre la stratégie des organisations ou de l'alimenter. Si on s'inscrit dans la perspective des travaux de Simons notamment. Est-ce que vous avez des exemples de prise de décision à partir des outils du CGE? Voilà, je vous remercie par avance pour vos réponses. Oui, alors je vais peut-être répondre déjà sur la partie outils. Alors, je dirais effectivement que là, on était plutôt sur un travail de collecte de données externes et je pense que Léonard et Christophe sont d'accord, mais je dirais que c'est l'étape d'après, effectivement, d'aller dans les collectivités pour voir quel est l'usage qui est fait concrètement de ces outils de contrôle. Est-ce qu'ils alimentent la prise de décision, la stratégie, est-ce qu'ils influencent la stratégie également? Et puis, voilà, moi, il me semble important aussi par rapport aux travaux que j'ai pu lire, qui ont été notamment plutôt dans certains réalisés dans les organisations privées, voir comment concrètement ils sont utilisés. Est-ce que c'est vraiment des indicateurs de pilotage, enfin, je parle des indicateurs, mais ça peut être tout autre type d'outils, mais est-ce qu'ils sont véritablement utilisés dans le pilotage quotidien? Est-ce qu'ils sont suivis régulièrement, ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt d'éléments qui vont être regarder ou analyser une fois par an pour élaborer un rapport, pour communiquer à destination des parties prenantes externes. Donc, effectivement, ça me semble fondamental à analyser, mais je dirais que ça sera plus l'étape suivante. Pour l'instant, on n'est pas à cette étape. Et alors, juste pour compléter sur ce point, c'est donc merci de la question, Angèle. Le caractère premier de cette réflexion, ça a été de recenser des outils. Donc, on pourra vous montrer un slide qu'on a prévu, qui est le slide final à l'issue de cette présentation et qui fait une checklist d'instrumentation dédiée au CGE. Et relativement au caractère
intégré ou pas de l'outillage instrumenté, on s'était intéressé effectivement sur… alors on a parlé de non-intégration, faible intégration et intégration aux décisions, gestion courante forte. Et pour faire le lien avec un concept plutôt théorique, la notion de couplage de faible à fort. Et or, la métropole de Lyon et la métropole d'Angers, sur lesquelles on a des données qui permettent de dire que les outils fournissent des données, ces données sont utilisées pour la prise de décision. Hormis ces deux métropoles, on n'a pas d'exemple qui permettent d'aller plus loin sur le caractère couplé des données et des décisions. Voilà, c'était… Oui, pour prendre la suite de mes collègues, c'est vrai que la question de l'usage, ça va être important, hein, de voir comment vous savez que nous, dans une première approche, on a fait un peu un inventaire de ce qui existait, mais la question de l'usage, notamment avec, vous le disiez, la typologie de Simons, diagnostic interactif, aussi voir aller du côté du contrôle coercitif ou capacitant, voir finalement quelles sont les utilisations de ces outils de contrôle. Et ça me permet aussi de faire un lien avec une question que j'ai vue dans le chat sur finalement, est-ce que c'est les outils qui impactent l'action ou est-ce que c'est d'abord l'action qui impacte les outils? Je pense que dans la même veine, l'étape d'après, ce sera vraiment d'avoir des analyses, je dirais, plus qualitatives des démarches de contrôle de gestion mises en place et notamment de savoir est-ce qu'on est uniquement sur des outils de contrôle formels, des tableaux de bord, des indicateurs, des calculs de coûts, ou est-ce qu'il y a aussi tout un travail à faire sur les contrôles informels, la culture de l'organisation, la communication du top management, voilà, tout finalement, est-ce que l'ensemble des mécanismes de contrôle au sens large, formels et informels, sont tournés vers des enjeux environnementaux, ou est-ce qu'on est sur une approche uniquement très instrumentale? Voilà, tout ça, c'est des questions qui seront à poser. Je pense d'ailleurs que c'est vraiment l'un des enjeux principaux du sujet. C'est pas, une fois qu'on a fait l'inventaire des outils, c'est aussi de se dire comment ces outils sont utilisés. Est-ce que ces outils formels sont seuls ou est-ce qu'ils sont accompagnés de modifications des contrôles informels? Voilà, c'est vraiment des questions qui seront au cœur des études qui seront à venir, à mon avis. Merci à tous les trois. La question de l'œuf ou de la poule revient souvent, hein, entre est-ce que c'est les outils de gestion qui répondent à la stratégie ou est-ce que c'est l'inverse? On s'était posé la question au moment où on avait réfléchi sur les processus de mutualisation et donc les obligations qui se posaient aux collectivités de mettre en place des documents liés à la mutualisation et aux efforts de mutualisation. Et force était de constater qu'il y avait eu un effort de formalisation technique qui avait engendré des processus d'intégration dans la stratégie de la collectivité ou étaient limités par la stratégie. Puis ensuite, une double boucle vers un retour vers l'opérationnel pour mettre en place de nouvelles actions. Donc cette question, je pense que c'est vraiment un serpent de mer c'est la fameuse question de l'œuf ou de la poule. Une autre question qui est peut-être un petit peu plus compliquée, mais Emmanuel l'a posée dans le chat. Emmanuel Lafort, est-ce que tu es là? Tu as la possibilité d'ouvrir ton micro, Emmanuel? Oui, oui, tout à fait. Ah, ben écoute, on va te laisser poser la question parce que moi, j'ai rien compris. Alors, je suis sûr que tu vas nous éclairer. Mais je soupçonne que plus qu'une question, c'est un commentaire. Non, 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 c'est une vraie question. Au-delà de faire de la présentation dans les comptes des actions qui ont été mises en place pour la RSE, pour l'environnement, pour le sociétal, il y a des initiatives qui souhaitent aller jusqu'à la mise en place d'une comptabilité environnementale. Alors, il y a des propositions américaines qui est plus sur la triple bottom line, c'est-à-dire la ligne du bas de bilan, une autre qui est plus sur des lignes d'amortissement, c'est-à-dire on va regarder ce qui est consommé par la finance, ce qui est consommé par l'environnement, ce qui est consommé par le sociétal, et puis on va les faire vivre de façon séparée jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire autrement que de faire intervenir de l'argent. Donc, à mon sens, ça a beaucoup de valeur pour les collectivités territoriales,
parce que justement, c'est une bonne façon de montrer à ses administrés comment et pourquoi ont été attribuées des subventions, par exemple. C'est-à-dire que j'attribue des subventions sur un projet qui a un impact environnemental et sociétal manifeste, seulement pour l'instant, on ne peut pas le matérialiser. Et du coup, vis-à-vis des administrés, ça peut être compliqué de dire oui, mais on a mis de l'argent parce que ça rapporte du point de vue sociétal ou environnemental, et c'est des composantes importantes. Donc, c'est pour ça qu'au-delà du contrôle de gestion qui servira à piloter tout un tas de choses, est-ce que vous avez vu des initiatives à l'œuvre ou bientôt à l'œuvre dans les collectivités territoriales, et de quelle nature sont-elles? Est-ce que c'était plus clair, Pierre? Oui. C'était très clair. Oui, là, pour répondre précisément sur le volet compta environnemental, il y a un modèle qui existe, qui est le modèle CARE, pour ceux que ça intéresse, CARE. Ce modèle CARE, en fait, est relativement avancé. Il est porté par des collègues parisiens. Il y a une chaire qui est associée à Dauphine qui travaille sur ce point avec Pascal Richard qui a développé la chose. Les premiers travaux portent sur le secteur privé, donc des grandes entreprises. Il y a par exemple Fleury Michon qui a essayé de mettre en place cette approche-là. Néanmoins, il y a peu d'entreprises qui utilisent encore cette méthode, et d'autre part, il n'y a aucune organisation publique qui l'a mise en place. À ma connaissance, la seule compta environnementale que j'ai pu voir, c'est la ville de Saint-Jérôme qui est dans la banlieue de Montréal, donc au Québec, et qui a mis ça en place pour effectivement, ces administrés, c'est pour le volet ressources naturelles, donc pour pouvoir montrer le bois, l'eau et les nettoyages avec la neige, en fait, principalement, c'était ça. Et vous, dans vos missions de conseil ou lorsque vous discutez avec des collectivités, vous pensez que vous pourriez leur proposer d'aller jusque-là, encore une fois, pour leur montrer que c'est une bonne façon de rendre des comptes sur les subventions dont on dit parfois qui sont parfois décriées ou qui sont oui, parfois… je confirme, il y a un intérêt, comme vous dites, un intérêt à la fois pour la collectivité. Je pense qu'il y a un intérêt également pour ce qu'on appelle l'habitant électeur, qui est également citoyen. Et pour donner, on va dire, un cas pratique, oui, c'est marqué en bas sur le PowerPoint. Donc, je dépends de l'Université d'Angers. Donc, je travaille pas mal avec la ville d'Angers. Et à la ville d'Angers, avec le contrôle de gestion, on a mis en place un petit feuillet qui s'appelle « Combien ça coûte ?», qui est distribué trimestriellement aux habitants. Et dans le cadre de ce combien ça coûte, effectivement, on va essayer de tendre vers des éléments environnementaux. Pour l'instant, on l'a fait sur des éléments culturels, sportifs, avec des méthodologies diverses. C'est assez intéressant à faire. Et le volet environnemental, on ne s'y est pas encore mis dessus parce qu'il y a des enjeux qui sont un peu plus forts et des contraintes qui sont plus grandes, notamment sur l'étendue du calcul de coût, jusqu'à combien on va, en fait, sur l'horizon temporel, par exemple sur la dépollution. En termes de, comment on va dire, en termes d'attente, on va dire que la direction pour pilotage, contrôle de gestion, la direction administrative est intéressée sur ce point, et la direction au sens parti politique, donc le maire ALM, Angers-Loire Métropole, est également intéressée. Donc, à mon avis, il n'y a pas de frein à aller vers cette compta environnementale pour la ville d'Angers. D'accord. Merci. La question que tu poses, Emmanuel, elle fait aussi le lien, je pense, avec l'évaluation des politiques publiques. Parce que, pour te donner un exemple, je travaillais avec une collectivité qui disait nous, notre politique principale, c'est le développement économique. D'accord ? Et quand on s'est amusé à faire ce rapprochement, de voir quelles avaient été les dépenses par politique publique, pour donner un ordre d'idée, en gros, ils avaient dépensé 150 000 €
dans le développement économique, mais ils avaient dépensé, soi-disant, 17 millions d'euros sur la partie sportive, qui était dans leurs orientations. Et en fait, on leur avait fait comprendre que c'était une mauvaise présentation. Ils s'étaient aperçus que c'était pas bien présenté parce que tu peux pas afficher d'un côté, je fais du développement économique, puis j'ai 17 millions qui va sur une infrastructure sportive. Parce qu'il y a une problématique aujourd'hui, c'est de faire ce travail-là, de raccrocher certaines dépenses, notamment sur des gros projets, pas que sur une seule politique publique, et d'aller dire, voilà, cette dépense-là, elle a alimenté telle politique publique, puis aussi un bout de celle-ci, puis aussi un bout de celle-ci, et de raccrocher au bon endroit. Et ce travail que tu évoques à faire sur des dépenses qui sont liées, là, comment Christophe parlait de dire où va mon argent, c'est un travail qui est important, mais aussi de raccrocher ça au développement, pardon, pas au développement, mais aux politiques publiques qui sont développées par le pouvoir politique. Derrière, il y a de l'administration, il y a des choses comme ça, donc ça, c'est les dépenses normales de la collectivité, mais il y a aussi des dépenses principales qui sont faites pour enrichir d'une politique publique. Et ça, c'est ce qui va venir teinter aussi d'un mandat à un autre le budget. Donc ce travail-là, il est à faire, mais il est pas encore fait. En tout cas, moi, j'ai pas vu de collectivité qui arrivait bien à faire ça pour le moment. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la salle virtuelle? N'hésitez pas. Non? On n'a que des timides? Oui, moi j'avais une question. Très bien. Lauriane Monchal. Sur concrètement, comment ça se passe quand on est dans une collectivité qui n'a pas encore mis en place de budget vert, qui a des plans d'action, parce que ça, à peu près toutes les collectivités en ont, puisqu'il y a des obligations réglementaires déjà. Qui prend en charge généralement cette mise en place? Parce que c'est quand même, c'est transversal, et puis ça me paraît complexe quand on part d'à peu près zéro. Dans les exemples que vous avez, comment ça s'est passé? Je ne sais pas si Sébastien, tu veux répondre. Bah, moi, le seul exemple que j'ai eu à voir, c'était plus un exemple que j'ai vu d'assez loin, c'est ce qui a été fait à la métropole de Lyon, où je sais que pour le coup, ils ont été accompagnés, je crois quasiment du début à la fin, hein, par le cabinet I4C sur la mise en place du budget vert. Après, en interne, quels ont été les relais? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Pour le coup, j'avoue que je ne sais pas. Mais c'est vrai, je sais en tout cas que, en tout cas, moi, pour les collectivités qui ont souhaité mettre ça en place, elles sont faites accompagner par des cabinets de conseil. Et je ne suis pas certain, pour avoir discuté avec une autre collectivité qui est proche de la métropole de Lyon et qui regardait ce que Lyon avait fait pour voir si elle allait faire pareil ou pas. Justement, ils étaient un peu réticents vis-à-vis du fait que sans accompagnement externe, eux ne se sentaient pas de le faire, ne voyaient pas comment en interne, avec les compétences actuelles, ils allaient pouvoir se lancer dans ce type de démarche. Donc c'était un peu soit on y va accompagner, soit on n'y va pas, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, on manque un peu, je pense, de données concrètes sur des collectivités qui se sont lancées et de regarder comment ça a été mis en place étape par étape. Ok. On pourra éventuellement vous transmettre, hein, si ça vous intéresse, les liens vers les guides méthodologiques qui ont été proposés par le cabinet I4C, hein, qui sont disponibles assez facilement sur leur site. C'est vrai qu'il y a quand même un effort de détailler ces approches, mais voilà, ça reste, à mon sens, un processus qui reste très long et très lourd. Et puis ce qu'on soulignait finalement, c'est que mettre en place des budgets verts, c'est bien, mais c'est une photo à un instant T, quoi. C'est-à-dire que derrière, il faut qu'il y ait des actions qui soient mises en place et qu'on puisse suivre ce budget vert sur plusieurs années. Après, j'ai pu voir, alors je ne sais plus, c'était quand même des collectivités d'une certaine taille, mais qui recrutaient soit des alternants ou des stagiaires sur des postes de contrôleur de gestion environnementale avec pour l'objectif de travailler sur des budgets verts. Donc voilà, c'est peut-être des exemples de recrutement qui sont faits en interne pour avancer sur ces sujets-là. Ok. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas. On voit bien que c'est
c'est vraiment un processus en cours, que c'est vraiment un sujet d'actualité et en cours de développement. Donc, c'est bien, les collègues ont choisi un bon sujet pour avoir du travail pendant quelques années. Bonne initiative. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je suis surpris que Pascal Fruquet n'ait posé qu'une seule question. C'est exceptionnel. Bah, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, on va vous remercier pour votre participation. Je remercie particulièrement Sébastien Denis, Léonard Gourbier et Christophe Morel pour leur présentation, les travaux qui sont en cours. Merci à toutes celles et ceux qui ont osé poser des questions. On vous retrouvera bientôt pour un autre webinaire. C'est en cours de calage. On enverra de l'information et puis on compte sur vous pour être présent et participer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire du JC Optima. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Bientôt. Bravo. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.